1972. Le président Richard Nixon fait un voyage inusité en Chine communiste pour rencontrer Mao Tse-tung. Aux Jeux olympiques de Munich, 11 athlètes israéliens sont tués par une organisation palestinienne. Mais 1972, c'est aussi le combat à Montréal de simples citoyens pour empêcher la construction d'un vaste projet immobilier. Plus de 600 foyers sont menacés. Ici Alain Crevier, bienvenue à Tout le monde en parlait. Quand on habite en ville, le quartier dans lequel on vit, c'est important. C'est exactement ce que se disaient les citoyens du quartier Milton Park à Montréal. En 1972, leur quartier a été menacé par un vaste projet immobilier et une bataille féroce s'est engagée. D'un côté, des citoyens déterminés et de l'autre, un entrepreneur qui ne voulait rien céder. La bataille, vous allez le voir, elle va durer plus de 10 ans. Voilà de quoi avait l'air Montréal dans plusieurs quartiers il y a presque 50 ans. Montréal deviendra la première grande ville du monde sans taudis et sans secteur détérioré. Et voilà la vision de Montréal qu'avait l'administration Drapeau-Saulnier à cette époque. L'année qui va bientôt commencer verra les premiers signes d'une transformation complète du visage de Montréal avec la mise en œuvre d'un vaste programme de rénovation urbaine. Au début des années 60, Montréal désire changer radicalement le visage de son centre-ville. Elle veut éloigner la pauvreté qui dérange, réduire le nombre de maisons délabrées. L'architecte Jean-Claude Marsan a connu cette période de transformation. C'était quand même le maire Drapeau qui était maire, disons, à l'époque. Et le maire Drapeau, lui, c'était un maire progressiste. Il voulait vraiment que Montréal soit sur la map. La place Ville-Marie, là, c'est vraiment le détonateur, mais la place Ville-Marie, elle est portée par une nouvelle économie qui est l'économie des services. Et là, ça commence à changer, ça donne un nouvel élan, un nouveau symbole. Et là, on se dit, Montréal, c'est une ville d'avenir. Montréal, ville d'avenir, voit grand. Elle privilégie la construction en hauteur, comme dans les autres grandes villes nord-américaines. Des projets gigantesques voient le jour, dont le projet résidentiel et commercial Cité Concordia, situé à 2 pas de l'Université McGill, au nord de la rue Sherbrooke. Dès son dévoilement, des dizaines de citoyens du quartier s'y opposent farouchement. Une bataille hors du commun s'engage. Dimitri Roussopoulos est un des leaders de la résistance. Ces spéculateurs voulaient démolir tout ça et nous créer une ville, un quartier qui est complètement hors nature. Alors, nous, les enfants de les années 60, on a dit non. Ailleurs, cependant, des milliers de familles doivent quitter leur quartier. Elles sont chassées par la construction de grands axes routiers, dont l'autoroute Ville-Marie et l'échangeur des Carrés, ou par des projets comme la maison de Radio-Canada. Lorsque vous avez, en fait, des décisions qui ont été prises qui sont aussi importantes que celles d'implanter Radio-Canada, en fait, dans le secteur, lequel Radio-Canada a déjà chassé quand même 700 familles, à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que les gens partent en définitive. Dans le quartier ici, c'était reconnu pour presque pas déménager. Quand on déracine un arbre de 71 ans, on a de la misère aux racines. Oui. Un être humain, c'est la même chose. À mon avis, il est bien préférable de vivre dans un triplex de 3 étages de haut que dans une tour appartement de 25 étages de haut. Entre 1957 et 1974, par exemple, il y a eu près de 28 000 logements qui ont été démolis. Entre autres pour des projets comme Radio-Canada. Ces logements-là qui ont été démolis, qui étaient des grands logements bien souvent, et souvent en très bon état, ils n'ont pas été remplacés. Il y aura peut-être une politique secrète de l'hôtel de ville qui consiste à chasser les pauvres tranquillement,
à démolir ou à laisser démolir tranquillement, et ainsi à libérer le terrain pour permettre à des spéculateurs, le plus souvent étrangers, de venir faire une pièce à même les meilleurs sites, les plus beaux sites de Montréal. Pendant qu'on construit Radio-Canada, les citoyens du quartier Milton Park décident de contester vivement le projet Cité Concordia, parce qu'il élimine de grands appartements abordables dont les familles ont besoin pour les remplacer par de petits appartements luxueux et beaucoup plus chers. Je parle de ces unités d'habitation. Le promoteur Concordia Estates veut construire en 3 phases plusieurs immeubles de bureaux et d'appartements, un centre commercial souterrain et un hôtel. Ce projet de 250 millions de dollars, accepté par la Ville de Montréal, séduit autant les politiciens que les fonctionnaires. Ça procurera du travail pour près de 5 000 travailleurs dans la construction et un nombre qui est doublé, c'est peut-être 10 000 dans les ateliers attenant à la construction. Plus on vous permet de monter en haute densité, plus évidemment ça va être rentable disons, à long terme. Et c'est là que la ville a dérapé d'une certaine façon, dans le sens que à ce moment-là, il n'y avait plus de zonage. On permettait n'importe quoi. N'importe quoi dans leur quartier de l'avenue du Parc, les citoyens n'en veulent absolument pas. Ils n'ont pas l'intention de laisser démolir les maisons qu'ils habitent. Ils s'engagent alors dans un combat exigeant qui n'en finit plus. Vous pouvez visiter notre site internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. Voilà ce que les promoteurs immobiliers veulent construire et voilà ce que les résidents du quartier Milton Park veulent préserver. En 2006, les résidents au projet Cité Concordia se rassemblent pour voir un film tourné par Lucia Kovaluk, une militante de la première heure. Comment étaient-ils les promoteurs? Mais à cette époque, pour nous, ils sont les monstres. Et, oui, nous les haïs, et il y avait beaucoup de petits chicanes. Ces images ravivent bien des souvenirs, heureux comme malheureux. Les résidents du quartier, en majorité des anglophones relativement pauvres, sont chez eux. Ils refusent d'être délogés par un projet immobilier qu'ils jugent démesuré. C'était complètement une humanisation d'un quartier, de chasser toute la population qui habitait ici depuis très longtemps, de les envoyer du centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est le territoire préféré du grand capital, les grands bâtisses, etc. Le combat s'engage à la fin des années 60 lorsque la maquette du projet Cité Concordia est rendue publique. D'un côté, les Roussopoulos, Kovaluk et d'autres résidents du quartier. De l'autre, les promoteurs du projet Cité Concordia. Arnold Isenman était l'un des actionnaires de Concordia Estates. Pourquoi ce projet était-il si important pour vous? Parce que nous sommes dans l'immobilier pour faire des profits. C'était un bon projet pour Montréal, mais notre but, c'était surtout de faire de l'argent. Concordia Estates n'en est pas ses premières armes. C'est elle qui a construit la place Bonaventure. Le projet Cité Concordia, elle y pense depuis longtemps, puisque pendant 10 ans, de 1958 à 68, elle achète dans la plus grande discrétion presque toutes les maisons et les terrains du quartier. Nous avons pris notre temps pour les acquérir. Nous avons payé un bon prix, mais nous voulions surtout garder ça secret pour éviter la spéculation. Nous les avons donc achetés une à une. Monsieur Saunier refuse de nous recevoir. Alors, on va être obligé de lui envoyer par la poste notre mémoire, la pétition qui demande de protéger le quartier contre la démolition. On a commencé en 69 avec les moyens qu'on connaît, les pétitions,
les assemblées publiques dans le quartier pour informer les gens, la porte-à-porte, les manifs éventuellement devant Hôtel de Ville. 1972, les contestataires occupent même les bureaux des promoteurs au coin des rues Milton et Park, d'où le nom du comité de citoyens Milton Park. L'architecte Phyllis Lambert appuie sans réserve le comité de citoyens Milton Park. Le projet Cité Concordia la choque profondément. Pourquoi est-ce qu'un spéculateur a le droit de démolir des vies des tas de gens pour enrichir ses poches? Ça me semble complètement invraisemblable. Les bulldozers font leur apparition. Les résidents du quartier occupent les maisons placardées qui doivent être démolies très bientôt. On a occupé dans le style des années 60, c'est-à-dire beaucoup de fleurs, beaucoup de murs dessinés avec les couleurs psychédéliques, beaucoup de potes, beaucoup de militantisme parce que tout le monde était debout à 6 heures le matin devant les portes, devant les balcons parce que les équipes de démolition venaient. Des dizaines de manifestants sont arrêtés et accusés de méfaits publics. Ils seront acquittés plus tard. Les résidents du quartier sont incapables de stopper les bulldozers. Il est temps pour eux de se tourner vers un nouveau moyen de pression. Et à un moment donné, pendant l'occupation, on a décidé de déclarer une grève de la faim. Maintenant, on est à peu près 25. Qu'est-ce qui pourrait intervenir pour vous faire arrêter la grève? C'est la ville de Montréal, s'il arrêterait la démolition. Pour nous, c'est une question très importante puisqu'elle affecte toute notre communauté. C'est pour nos logements que nous nous battons. On a affaire ici à un combat entre militants et profit. C'est pourquoi on a décidé de faire ce sacrifice. La grève de la faim ne donne aucun résultat et les citoyens sont à bout d'énergie. On était complètement épuisés. Manquer d'énergie. Manquer d'énergie, découragé, c'était la fin. On n'a compris rien. C'est ça. On était complètement découragés et moi-même, je suis pas connu pour mon pessimisme, je dis on ne peut rien faire de plus. J'aime pas regarder ça. Ça fait trop mal. Non, je ne vais pas regarder. Non, ça me fait trop mal. Imaginez-vous que quand on possède votre maison, on enlève tout ce qu'il y a, on le démolit comme ça. Vous êtes violé comme ça. C'est une violation. Pour Phyllis Lambert, le patrimoine urbain doit être préservé au même titre que la qualité de vie des gens d'un quartier. Il y a des tas de bâtiments en hauteur qui sont faits pour une personne. Alors, comment est-ce que vous voulez faire un quartier avec des appartements pour une personne? On les loue, les gens viennent et ils partent. Il n'y a aucune compréhension de ce que ça fait au point de vue social dans la ville. Ça fait des désastres. Comme désastre, la compagnie Concordia Estates ne pouvait faire mieux. Elle a démoli plus de 250 maisons et déplacé des centaines de familles. Les résidents veulent garder à tout prix ce qui reste de leur quartier. Lucia Kovaluk décide alors de reprendre le combat. Elle a commencé un porte-à-porte sur la rue Saint-Famille. On a commencé la porte-à-porte. On a frappé sur une porte après l'autre. Est-ce que vous êtes intéressé de sauver votre quartier? Oui, on a commencé. Et elle rentrait chaque soir chez nous et j'ai dit, Lucia, qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Non, on va réussir, on va continuer. Quand je suis convaincue que quelque chose n'est pas le bon sens, bon, je continue. Voilà ce que les résidents du quartier Milton Park voulaient. Voilà ce qu'ils ont eu.
the obligatory Oshkosh. Oh my God. Oh, yeah. Who's the young guy with the beard? Who's that guy? Who's that guy? Who's that skinny guy? Who's that skinny guy? The memory is flooding back. Ah, ça y est, ça me revient. Je reconnais mes anciens voisins. Ils sont rendus vieux, il y en a qui sont morts, mais ils faisaient partie de notre vie. That's Jordan McDowell. Look at that, without a pot belly like the rest of us. J'étais hippie, je voulais pas être propriétaire. L'idée de la coop était très séduisante. On en a parlé à Lucia et aux autres. Une coop, quelle bonne idée! Les gens qui habitent dans une coopérative d'habitation sont locataires de leur logement, mais collectivement, ensemble, ils sont propriétaires de l'immeuble. Tout le monde dans une coopérative doit participer à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. C'est ça qui permet, par exemple, de réduire les frais d'opération et même d'offrir des loyers bien en deçà du marché. 1976. Après avoir construit la première phase du projet Cité Concordia, le promoteur stoppe tout. Il manque de capitaux et subit les contre-coups de l'inflation. Bien, on a fait des enquêtes. Toutes les institutions qu'on a contactées ont dit qu'ils sont d'avis que Concordia ne peut pas réussir à avoir les 60 millions de dollars qu'ils ont besoin pour la première phase et les 250 millions de dollars qu'ils ont besoin pour le projet entier. C'était définitivement un rêve qui a tourné au cauchemar. À la fin, ça s'est terminé en désastre. Oui, oui, tout à fait. Pris à la gorge, le promoteur songe à vendre les maisons qui lui appartiennent et qui ne sont pas encore démolies. Une ouverture inespérée pour les citoyens de Milton Park qui peuvent maintenant penser concrètement à leur projet coopératif. Monsieur Nuremberg a dit, si ça vous intéresse, make me an offer. Ça reste dans ma tête. Et je pense, si elle a dit make me an offer, donc peut-être elle est intéressée devant tout. Yvon Lamarre est alors président du comité exécutif de la Ville de Montréal qui a décidé de mieux protéger les vieux logements. Il endosse le projet de coopérative de Milton Park et décide d'y participer financièrement. On a aidé à créer des coopératives pour voir à revitaliser, à restaurer l'ensemble des bâtiments qui avaient été achetés mais qui vraiment n'étaient pas, ne devraient pas être démolis. Le défi est maintenant de trouver de l'argent. Au total, 25 millions de dollars pour acheter les 135 maisons qui restent et les rénover. L'aide du fédéral est essentielle, par l'entremise de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Et c'est là que Phyllis Lambert apporte une aide inestimable. Elle obtient une rencontre avec le président de la SCHL. On a dit, il faut absolument qu'on puisse avoir une près de SCHL. Alors, il nous a dit, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Les résidents du quartier sont convaincus que la partie est gagnée. Mais avec l'élection des conservateurs, les subventions peuvent disparaître. Et on a fait beaucoup de chantage. On menaçait le gouvernement minoritaire de Joe Clark de bien avancer sur notre dossier. Autrement, le premier ministre René Lévesque et le PQ étaient très intéressés de nous appuyer. Alors, réduire votre taux d'intérêt, donnez-nous les 25 millions de dollars qu'on a besoin pour acheter et rénover. Finalement, les subventions sont versées. Après avoir travaillé d'arrache-pied pour les obtenir, il reste encore un dernier combat. Convaincre les résidents qu'il y a de précieux avantages dans les coopératives, mais aussi des responsabilités à assumer. J'ai convaincu 2-3 familles qui parlent pas ni anglais ni français par leurs enfants à leur table de cuisine. Te souviens-tu de la première réunion de la coop? On a eu de la misère à trouver 12 personnes. D'après moi, c'est toujours un combat parce que les membres d'une coop ont besoin d'apprendre à vivre ensemble. Je dois dire que la démocratie est très utile pour ça. Alors, le combat ne se termine pas avec la création de la coop. Il faut encore travailler très fort pour la garder. Mais le prix humain à payer est élevé pour ceux qui croyaient au projet depuis le début. Il faut dire aussi qu'après 10 ans, je suis tombée malade. J'étais en burn-out total. J'étais devenue un légume.
j'étais devenue un légume. Parce que vous avez travaillé trop fort dans ce projet-là? Oui, parce que j'ai travaillé très fort et j'ai fait mon droit en même temps. On a lutté pour ça, très très fort, pour assurer que tous les résidents qui habitaient le quartier avaient le droit de rester. Parce que si on perdait ce parti-là, ça veut dire qu'on était obligé d'avoir les loyers du marché et tout ce monde-là qui avait de faibles revenus était obligé de quitter. Là où il devait y avoir une dizaine d'immeubles de bureaux et d'appartements, il n'y en a que 4. Au début des années 80, près de 600 logements sont rénovés et de nombreuses coopératives d'habitation sont créées. Il s'agit du plus important projet coopératif réalisé au Canada, peut-être même en Amérique du Nord. J'ai eu le grand plaisir de la victoire. La victoire totale. Effectivement, on peut dire que la victoire a été totale. D'abord parce que les gens ont pu rester dans leur quartier en payant des loyers abordables. Un bon exemple de ça, dans le complexe immobilier La Cité, un 4 chambres à coucher coûte 2400 $ par mois en 2006. Quelqu'un qui habite dans une coopérative d'habitation pour le même type de logement dans le même quartier paierait 3 fois moins cher. Mais il y a une autre victoire et elle est importante. Le quartier Milton Park a pu être préservé. Les citoyens ont vu leur quartier passer d'une menace de démolition sauvage à la préservation et même la mise en valeur architecturale de leur quartier. Lucia Kovalouk et Dimitri Roussopoulos sont à la retraite et profitent de leur appartement abordable. Félix Lambert a fondé et dirige le Centre canadien d'architecture. La préservation du patrimoine urbain demeure l'une de ses priorités. Jean-Claude Marsan a écrit des livres sur l'architecture. Il enseigne à l'Université de Montréal. C'est fini ces promoteurs c'est comme une période primitive, anthropologue, parce qu'ils ne peuvent pas plus faire ça. Ils savent ça très bien. Ils essaient. Oh, quelquefois, oui. On pleurait en frustration, mais non, en général, j'ai bien aimé. Oui. Ça se voulait le plus grand projet domiciliaire au Canada. Et avec le temps, c'est devenu le plus gros projet de rénovation au Canada.